Merci, Monsieur le Président, cher Benoît Santoire, de votre invitation et de vos mots. Dans un moment particulier à l'Assemblée nationale et au Parlement, un moment chargé, je tenais à être avec vous ce matin pour ce congrès national des commissaires de justice. C'est un congrès important, je le sais, parce qu'il marque une étape supplémentaire dans l'émergence de cette profession de commissaire de justice, une profession fruit de l'expérience et des savoir-faire des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires. Et l'année prochaine, quand vous vous retrouverez, la loi qui fonde cette profession, votre profession, sera entièrement mise en œuvre et le métier de commissaire de justice sera exclusif de tout autre. Ce congrès, c'est donc tout à la fois un moment de réflexion et un moment de projection, un moment de bilan et un moment pour regarder vers l'avenir. Et en m'adressant à vous, je sais que le souvenir de ces 10 dernières années n'a pas toujours été facile. La réforme et la fusion des professions ont apporté leur lot d'interrogations, de doutes, de tensions, parfois de difficultés. Vous avez subi des crises de plein fouet, vous étiez en première ligne face à l'incertitude. Je sais notamment combien le Covid a eu un impact fort sur vos études et que souvent, elles ont mis du temps à pouvoir redresser la barre, du temps à retrouver leur niveau et leur activité. Et aujourd'hui encore, votre profession reste mal connue, parfois mal comprise des Français. C'est une blessure pour beaucoup, je le sais, une injustice parfois. On ne devient pas commissaire de justice par hasard. On le devient parce qu'on croit à l'intérêt général. On le devient parce qu'on veut être utile à la société, utile au droit, utile aux gens. Et je le dis, et j'y tiens comme vous y tenez, vous voulez être utile aux autres, accompagner, comprendre, aider. Votre profession, je le crois profondément, est l'une de celles qui incarne une forme de service public du réel. Celui qui agit, qui se déplace, qui va au contact, qui regarde la situation telle qu'elle est et pas telle qu'on aimerait l'imaginer. Et chaque jour, partout en France, vous êtes avant tout des facilitateurs, des médiateurs, des femmes et des hommes qui ne cherchent pas le conflit, mais qui, au contraire, tentent de l'éviter. Vous êtes au cœur de tant de situations humaines, sociales, économiques, qui ne sont jamais simples. Vous êtes des femmes et des hommes de droit, bien sûr, mais vous agissez avec humanité, surtout. Car l'humanité est au cœur de votre métier, au centre de vos missions. Et cela, trop peu de Français le voient ou le reconnaissent, et il faut que ça change. Dans l'imaginaire collectif, et vous le savez, l'image de votre profession est parfois associée uniquement aux expulsions, aux scènes difficiles, à des moments où certains ou certaines familles peuvent être fragilisées. Les clichés ont la dent dure, mais la réalité, elle, est tout autre. Vous n'êtes pas ceux qui expulsent, vous êtes au contraire les premiers à essayer d'empêcher qu'on en arrive là. La loi qui a été portée par mon ami, collègue et ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, l'a reconnue pleinement. Votre mission est beaucoup plus subtile, beaucoup plus complète, beaucoup plus diverse. Et vous devez, avant toute décision, établir un rapport sur la situation sociale et économique de celles et ceux qui occupent illégalement un logement. Vous êtes celles et ceux qui sonnent à la porte, qui entrent, qui parlent, qui observent, qui écoutent, qui prennent des risques aussi parfois, je le sais, dans une société où les tensions, la violence l'emportent malheureusement bien souvent sur le civisme et sur le respect. Vous voyez la pauvreté, la détresse, les situations invisibles. Vous êtes au contact et je veux vous le dire très simplement, cette présence, cette humanité, ce regard sont indispensables. C'est cela la vérité de votre métier, c'est cela le rôle social essentiel que vous jouez. Oui, vous êtes des acteurs essentiels de la cohésion sociale de notre pays. Pour le logement, bien sûr, mais bien plus largement, vous êtes essentiels pour la dignité des Français, en aidant une personne endettée à trouver des solutions et à reprendre sa vie en main. Essentiels pour la justice, le pouvoir de vivre, l'apaisement, en permettant à un propriétaire de toucher son loyer, celui qui lui est dû, et améliorer ainsi ses fins de mois, sa retraite, sortir de l'anxiété. Essentiels pour notre économie, et notamment nos plus petites entreprises, en allant à leur chevet quand elles vont mal, pour trouver des moyens d'étaler leurs dettes, de sortir la tête de l'eau. Vous êtes essentiels aussi parce que vous êtes les visages de la proximité,
les visages de la justice au plus près, présents dans tous les territoires avec un maillage extraordinaire. Les visages de la justice au plus près parce que vous multipliez les kilomètres et que vous allez à la rencontre des Français. Alors oui, vous êtes essentiel à la France, essentiel aux Français, et ce n'est pas pour rien que de nouvelles missions vous ont été confiées, importantes comme le recouvrement des salaires. Nous vous faisons confiance. Nous savons, je sais, tout ce que vous apportez à notre pays. Et aujourd'hui, votre profession bouge. Vous n'êtes pas de ces professions qui restent enfermées dans des conservatismes réfractaires aux évolutions de la société et à tout changement. Vous, la société, vous la voyez de près. Alors vous êtes à son diapason et nous en parlions avec votre président il y a un instant. Votre profession s'est beaucoup rajeunie, beaucoup féminisée aussi ces dernières années. Alors vous faites face à de grandes évolutions, de grands défis, de grands chantiers. Je voudrais en citer trois qui résonnent comme les aspirations et les défis de notre pays. Le premier, c'est la médiation. Nous vivons une période où tout devient procédure, une période où l'enchevêtrement des normes et des strates pousse chacun à se protéger et non pas à innover, pousse chacun à se raidir, à se couvrir, pas toujours à comprendre ou à accompagner. À force d'empiler les lois et les acteurs, nous avons, je le crois très profondément, créé une forme de vétocratie, où on a le pouvoir d'empêcher et plus vraiment d'encourager, d'innover, d'oser. Cette vétocratie, je veux l'abattre. Cela passera évidemment par de la simplification, j'y reviendrai. Cela passera par la suppression d'une strate de collectivités locales, des compétences claires pour chaque acteur. Mais cela passera aussi par le développement d'alternatives aux conflits et à la judiciarisation systématique. Et pour cela, en cela, vous avez un rôle clé à jouer car votre activité vous donne une légitimité unique pour ouvrir la porte du dialogue, pour trouver des accords, pour éviter les procédures longues, coûteuses, parfois traumatisantes pour nos compatriotes, pour montrer que les situations se règlent et que la France n'est pas condamnée à étouffer les Français sous les procédures et dans les délais. Le deuxième défi majeur dont vous vous emparez et où vous avez évidemment tout votre rôle à jouer, c'est la lutte contre la fraude. Ce sujet, il me tient tout particulièrement à cœur. J'ai été ministre des Comptes publics et donc de la lutte contre la fraude. Nous nous étions rencontrés à ce moment-là avec votre président. J'ai été ministre de ce beau ministère, ministre des douaniers. Les douaniers, ce n'est pas non plus une profession dont on parle beaucoup, et pourtant, comme vous, c'est un engagement essentiel dans la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude est un véritable combat, un combat auquel je tiens parce que frauder, c'est voler deux fois. L'État et les Français que l'on prive de moyens pour leurs services publics, parce que les fraudes nourrissent la défiance et le sentiment parmi les Français que ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent, ne doivent rien et sont toujours au-dessus des lois. La lutte contre les fraudes, c'est un combat que je porte toujours parce que la fraude, ce n'est pas seulement quelques personnes qui ne payent pas leurs impôts ou déclarent de faux arrêts maladie. C'est inacceptable, mais ce n'est pas tout. La fraude, ce sont parfois des réseaux tout entiers de contrebande, de détournement. Ce sont des revenus massifs qui financent ensuite les trafics, voire le terrorisme. Comme ministre des Comptes publics, puis comme Premier ministre, j'ai lancé un plan sans précédent de lutte contre les fraudes et nous avons obtenu de premiers résultats. Le redressement des fraudes fiscales a augmenté de près d'un tiers et celui des fraudes sociales a doublé depuis la présentation de ce plan. Et dans ce combat, vous avez évidemment un rôle clé à jouer, celui de la détection, celui des nouveaux chantiers qui vont être ouverts, qui sont parfois à la frontière entre la fraude et les impayés, celui du recouvrement de la TVA, bien sûr, et je serai très attentif au texte qui a été porté par François Patriat au Sénat sur le recouvrement amiable pour les commerçants. Vous avez un rôle à jouer, vous êtes au premier rang pour voir ce qui se passe, comprendre, signaler, alerter. Vous êtes des acteurs essentiels pour nous aider à mieux lutter contre la fraude et donc contre l'injustice et donc contre les réseaux de criminalité. Et puis le troisième défi que je voulais évoquer devant vous et auquel tout notre pays fait face, et je crois que tout le monde ne mesure pas à quel point ce défi sera majeur dans les années à venir, c'est évidemment celui de l'intelligence artificielle. J'y tiens beaucoup, et dans le monde politique, j'ai parfois l'impression de prêcher un peu seul dans le désert, tant la plupart des responsables politiques, des partis politiques, semblent ignorer le sujet ou le considérer secondaire. Nous sortons de plusieurs mois de débats sur le budget à l'Assemblée nationale,
quasiment pas une seule fois la question de l'intelligence artificielle et de la révolution qu'elle apporte pour notre pays, évidemment avec un impact budgétaire mais aussi social. Pas une seule fois ce sujet n'a été abordé dans l'hémicycle, si ce n'est à l'initiative de quelques députés de mon groupe, comme Paul Midi par exemple. Je crois qu'il est fondamental ce sujet et que les nations qui maîtriseront l'IA demain maîtriseront l'avenir. Et je sais que la France peut encore, malgré tout ce qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut entendre, peut encore être un pays pionnier. Pour cela, il nous faut nous emparer de l'intelligence artificielle à tous les niveaux de la société, dans tous les métiers de notre pays. Elle va révolutionner les métiers, l'intelligence artificielle, et évidemment votre profession également. Alors, un appel, une invitation, mais je sais que c'est déjà à votre agenda et que c'est déjà assez largement une réalité. Emparez-vous de l'intelligence artificielle, de ses outils, de ses moyens. Elle va vous permettre, je le crois, de vous dégager de bon nombre de tâches parfois rébarbatives et de vous concentrer sur ce qui fait le cœur et la plus-value de votre métier, la connaissance fine du droit, l'ingéniosité et surtout, évidemment, l'humain. Mesdames et messieurs, les commissaires de justice ont une place particulière dans l'avenir, une place à prendre, plus encore, je le crois, et je sais que vous en débattrez aujourd'hui et demain. Mais je ne voulais pas vous quitter sans avoir dit un mot d'abord de la situation économique et politique que nous traversons. Car si vous êtes des femmes et des hommes de droit, de justice, des femmes et des hommes du lien social, le regard tourné vers l'intérêt général, vous êtes aussi pour beaucoup des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Diriger une étude, c'est avoir entre ses mains une activité, l'avenir de salariés, souvent un besoin de rentabilité, toujours, et ça n'est pas un gros mot. Mener une étude, c'est être première loge pour voir des professions libérales réglementées, surtout quand l'aspect réglementé prend le pas sur l'aspect libéral. Vous êtes sur le devant de la scène pour mesurer le poids des prélèvements obligatoires, des changements incessants de législation, et je sais que, comme beaucoup, vous en avez assez. Assez de travailler intensément, sans toujours la reconnaissance nécessaire de votre engagement. Assez d'un droit qui change tout le temps et vous insécurise. Assez de charges qui pèsent toujours plus sur vous et vous freinent, comme elles freinent notre économie. Les débats au Parlement ces dernières semaines ont parfois laissé penser que la France serait une sorte de paradis fiscal, un pays où la solution à chaque problème est un impôt ou une dépense supplémentaire. Avec les députés de mon groupe, Ensemble pour la République Renaissance, nous nous sommes battus. Battus, et c'est triste de devoir le dire comme ça, mais c'est le cas depuis la dissolution il y a 18 mois, battus pour essayer d'avoir le moins mauvais budget possible. Nous nous sommes battus pour défendre des baisses d'impôts sur le travail et les travailleurs, pour empêcher que le concours l'épine fiscale ne casse durablement notre économie, notre innovation, notre attractivité. Et si nous refusons le blocage du pays, c'est d'abord et avant tout pour que nous puissions enfin passer à autre chose. D'abord et avant tout pour éviter de rester figés, bloqués dans l'examen d'un budget pendant des mois et des mois, ce qui nous empêchera d'agir sur tant de sujets. Et je sais qu'un certain nombre de textes sont attendus par votre profession. Et nous attendons à l'Assemblée nationale, nous espérons que nous pourrons enfin étudier d'autres textes que le budget dans les mois à venir. Si nous restons englués dans cette situation, cela nous empêchera de prendre des mesures importantes pour le pays d'ici à 2027. Mais je le sais, 2027 sera pour beaucoup une forme de libération. Une libération du marasme actuel dans lequel nous sommes plongés depuis la dissolution. Et je crois très profondément que nous pourrons, après 2027, réparer les dommages causés depuis la dissolution et les mesures qui ont été malheureusement adoptées depuis cette dissolution et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Que nous pourrons défendre davantage le travail, les entreprises et les entrepreneurs. De mon côté, ce que je propose est clair. D'abord, le retour au calme. Vous n'en pouvez plus, je le sais, des normes qui bougent sans cesse, des impôts et des charges qui évoluent sans arrêt. On ne peut rien prévoir dans ces moments. On ne peut rien faire, rien entreprendre. Les chefs d'entreprise de notre pays en ont assez et ils ont raison. Alors je crois que nous devons impérativement bâtir une loi de paix normative et fiscale, c'est-à-dire une loi qui dise, sur plusieurs années, quelle sera la trajectoire des prélèvements et des réglementations, clairement. Et notamment, je le dis, en matière de fiscalité, avec un objectif clair, pas de hausse d'impôts, des économies plutôt que des hausses d'impôts, comme nous en avons proposé dans le débat budgétaire, pour empêcher des hausses d'impôts qui étaient proposées par certains. Nous avons proposé la réforme de l'assurance chômage que j'avais portée en tant que Premier ministre, qui malheureusement a été interrompue par la dissolution, différentes mesures d'économie sur les dépenses de l'État ou sur notre modèle social. Ensuite,
Il faut une véritable révolution de simplification. Pas simplement des mesurettes, mais bien une méthode robuste, systématique, innovante aussi. Le Parlement passe son temps à légiférer. Je propose désormais qu'il passe du temps à délégiférer. Que 20% du temps parlementaire soit désormais consacré dans nos règles à simplifier et à supprimer des lois. Je crois que notre droit doit être moins bavard, qu'il faut faire confiance aux acteurs et moins chercher à se couvrir face à chaque situation. Certains États américains, ces dernières années, ont instauré des quotas de mots pour leurs droits. Je crois que c'est une chose que nous devrions essayer en France. Non seulement nous avons eu plus de législation ces dernières années, mais elles sont de plus en plus longues. En moyenne, les réglementations qui étaient édictées par les administrations au début des années 2000, elles comprenaient 2000 mots. Depuis quelques années maintenant, elles en comprennent 6000 en moyenne. Enfin, et c'est sans doute le plus important, je crois que la situation que nous vivons montre que notre système est arrivé à bout de souffle. Il faut voir ce qui s'est passé cette semaine. Nous avons pratiquement célébré comme quelque chose d'absolument extraordinaire, d'historique, le fait que le Parlement fasse tout simplement son travail, ce pourquoi les Français l'ont élu, ce pourquoi les députés sont payés, c'est-à-dire permettre au pays d'avoir un budget. Évidemment que c'était une étape importante qu'on puisse adopter un budget, c'est incontestable, mais cela ne peut pas être considéré comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour le gouvernement et les députés, se mettre d'accord et voter un budget, ça ne devrait pas être exceptionnel, c'est la moindre des choses, c'est notre travail, je le disais. La réalité, c'est que cette réaction n'est qu'un symptôme supplémentaire d'un système institutionnel, économique, social qui prend l'eau de toutes parts. Notre modèle de société a été fondé dans l'après-guerre, dans un moment où la France ne ressemblait en rien à la France d'aujourd'hui. La France de 1945 n'a rien à voir avec la France de 2025. Alors ce que nous devons aujourd'hui regarder, envisager, ce ne sont pas des réformes de paramètres, ce ne sont pas des rustines, c'est un changement profond pour mettre à jour le logiciel français. Un changement profond, une nouvelle République qu'il faut fonder dans tous les domaines. Pas pour ajuster le système, mais pour le changer. On ne peut plus avoir un modèle social fondé en 1945, financé par l'augmentation de la population active et la natalité, à un moment où l'espérance de vie était faible, qui tourne de la même manière à un moment où la natalité baisse, la population active diminue et l'espérance de vie s'allonge. Ça ne peut plus fonctionner. On ne peut plus avoir un modèle économique fondé à une époque où la mondialisation démarrait et s'amplifiait, où la technologie n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, un modèle économique qui fonctionne de la même manière au moment du retour du protectionnisme, de la guerre commerciale et de la révolution de l'intelligence artificielle. On ne peut plus avoir un modèle régalien de sécurité fondé en 1945 à une époque où la violence, notamment chez les jeunes, n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, où les flux migratoires n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, et avoir le même modèle régalien qui fonctionne, alors que la violence de plus en plus jeune, de plus en plus débridée, s'est malheureusement assez largement généralisée, alors que les flux migratoires se sont profondément renforcés. On ne peut pas avoir le même modèle de sécurité à un moment où on le voit, l'insécurité du quotidien s'est banalisée et où la perte de repères du respect des droits et devoirs s'est malheureusement aussi banalisée dans notre pays. Sur tout ça, il faut impérativement un changement profond. Et je crois que cette nouvelle République, c'est elle qui peut permettre à notre pays de relever la tête, qui peut nous permettre d'aborder les défis de l'avenir, de reprendre le contrôle de nos vies et le contrôle de notre souveraineté. Mesdames et messieurs, dans l'avenir de notre pays, nous aurons besoin de vous, besoin des commissaires de justice, besoin de votre regard, de votre connaissance du terrain, de votre capacité à agir concrètement, besoin de votre capacité à faire le lien, à trouver des solutions, à innover. Vous êtes des facilitateurs, des acteurs du lien social, des artisans du droit, des sentinelles de la justice. Vous êtes une profession d'avenir, des acteurs sur lesquels nous devrons compter, des acteurs de la France. Je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Merci à toutes et à tous et longue vie à nos commissaires de justice. Merci.